Connaissance. Recherche. Science. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Merci Mathias, d'abord merci de m'avoir invité à présenter des images dans un domaine extrêmement différent de ce que tu fais d'habitude. Alors là, je mentionne un peu les différentes personnes qui ont collaboré aux différents travaux que je vais montrer, donc à la fois évidemment les gens de mes collègues de l'IPG de Paris et également Mathias Fink et Arnaud Tourin du LOA. Et plus récemment, j'ai beaucoup travaillé aussi avec mes collègues japonais. Alors Karen Larma est maintenant à Los Alamos, mais était une ancienne étudiante du laboratoire de sismologie. Alors, imaginer la Terre pour mieux l'imaginer, l'idée c'est qu'évidemment, on peut voir dans le ciel sans trop de problèmes avec les ondes lumineuses, mais en revanche, revoir l'intérieur de la Terre, c'est plus difficile. Et donc, il faut arriver à imager l'intérieur de la Terre pour arriver à comprendre son évolution. Et donc voilà, j'ai ressorti une vieille image de Athanasius Kircher qui montre l'image qu'on pouvait se faire de la Terre il y a à peu près 3 siècles. Et on voit que c'était ce que nous on appelle de la géopoésie, c'est-à-dire qu'on imaginait qu'à l'intérieur de la Terre, il y avait des sortes de zones plus chaudes avec des canaux qui permettaient de transférer la matière depuis le centre jusqu'à la surface. Donc c'était une vision un peu disons, subjective de la Terre. Alors maintenant, on fait beaucoup mieux, évidemment, puisque depuis 30 ou 40 ans, il y a eu l'avènement de la tectonique des plaques, donc en 1968, c'est l'année qui a marqué vraiment le développement complet de cette théorie, la tectonique des plaques, qui nous dit qu'on peut diviser la Terre en un certain nombre de plaques en nombre fini, que ces plaques se déplacent les unes par rapport aux autres, avec des vitesses faibles, puisque c'est de l'ordre de quelques centimètres par an. En gros, c'est ce que je dis, c'est la vitesse de pousse des cheveux, donc à peu près 1 centimètre par mois. Et donc, la tectonique des plaques correspond vraiment à la première théorie un peu globale de la dynamique de la Terre. Le seul problème, c'est que ce n'est pas une théorie dynamique, c'est une théorie cinématique. Et donc, pour arriver à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, il faut regarder ce qui se passe en profondeur. Et donc, sur la figure de droite, ça marche, ça. Si j'appuie là, ça marche? Non, ça ne marche pas. Il faut appuyer où pour mettre le... Bon, donc... c'est là, je suppose. Voilà, c'est bon. Donc là, l'idée, c'est que ce qu'on voit en surface, donc le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres, ne sont que la manifestation de mouvements de beaucoup plus grande échelle qui intéressent l'ensemble de la Terre. Donc pour les gens qui ne sont pas géophysiciens ou géologues, je rappelle la grande stratification fondamentale de la Terre. On a au centre la graine, qui est une sorte de toute petite planète en fer solide. Autour de la graine, on a le noyau externe, dans lequel on a des courants de matière de fer liquide qui donne naissance au champ magnétique terrestre. Et puis au-dessus, la plus grosse partie de la masse terrestre, c'est le manteau terrestre, donc entre la surface et 2900 km de profondeur, dans lequel on a des mouvements de convection de très grande échelle, et donc, mais qu'on ne comprend pas très bien comment est-ce qu'on relie la tectonique des plaques avec ces mouvements de convection. Donc c'est la raison pour laquelle la sismologie a pour objectif de comprendre le lien entre ce qu'on observe en surface, donc toute la dynamique de surface, c'est les mouvements des plaques, mais c'est aussi la surrection des chaînes de montagne, et à plus petite échelle de temps, c'est les séismes et les volcans. Donc c'est ça, l'idée, c'est arriver à relier ces différentes couches et également différentes échelles de temps, puisqu'on est confronté à des problèmes à toutes les échelles. L'échelle des temps géologiques, c'est en général le million, voire le milliard d'années, et on a des phénomènes dynamiques, évidemment, à des échelles beaucoup plus courtes, qui donnent naissance aux volcans, enfin aux éruptions volcaniques et aux séismes. Et donc, la différence fondamentale entre donc, la physique et la géophysique, c'est que nous, on est confrontés à des phénomènes physiques qui sont souvent extrêmement compliqués, extrêmement imprédictibles, et donc ça implique une approche scientifique multidisciplinaire, puisque pour arriver à comprendre des phénomènes de convection, par exemple, ou les séismes ou les éruptions, il faut à la fois connaître de la mécanique des fluides, il faut connaître également les comportements des matériaux, il faut comprendre également la propagation des ondes pour arriver à imager
l'ensemble de ces phénomènes. Et évidemment, il faut faire aussi un peu de chimie. Voilà, donc c'est ça. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'à partir des ondes sismiques, bon, vous avez déjà eu une conférence par Michel Campillo qui a dû déjà aborder ces sujets-là. On a deux types d'études principales. L'étude de la structure, avec des méthodes de tomographie sismique, j'en parlerai un tout petit peu, mais assez peu, et puis l'étude des tremblements de terre, et là je vous montrerai comment, en utilisant les concepts développés par Matthias Mick et son équipe, on peut arriver à étudier les tremblements de terre par renversement temporel. Et puis enfin, des nouvelles types de données qui sont de plus en plus utilisées, là encore, indépendamment des tremblements de terre qu'on utilise pour faire de la tomographie, on peut aussi utiliser des données de bruit. Et puis, on a tout un ensemble de phénomènes qui, jusqu'à présent, étaient considérés comme du bruit, mais qui commencent à être bien étudiés. C'est les séismes glaciaires au niveau des calottes polaires. Et donc, je ne parlerai pas du microsismique, puisque ça a été abordé par Michel Campillo. Je parlerai de ce qu'on appelle le hum, en anglais, ce qui veut dire le bourdonnement de la Terre, c'est-à-dire le fait qu'en permanence, même si on n'a pas de tremblement de terre, la Terre vibre en permanence, et on peut utiliser ce qui est considéré comme du bruit pour faire aussi de la tomographie et donc faire des images de la Terre profonde. Donc voilà un peu l'objectif, c'est rendre visible la Terre qui est évidemment opaque à la plupart des ondes, sauf aux ondes sismiques. Alors, une petite distinction quand même qu'il est important de considérer, c'est que les ondes sismiques sont différentes des ondes acoustiques, car en général, on s'intéresse à des périodes beaucoup plus longues. Vous voyez que les périodes caractéristiques des ondes sismiques, c'est entre 0,1 seconde et 1000 secondes. Ça veut dire qu'on étudie des longueurs d'onde qui varient de 1 à 10 000 km. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propage, ça c'est un modèle numérique de propagation d'ondes dans la Terre, et on voit que les ondes très rapidement deviennent compliquées. On a une source ici au pôle Nord, et puis au fur et à mesure que les ondes rencontrent des interfaces, elles se réfléchissent, ou elles se propagent, ou elles se transmettent à l'intérieur de la Terre, et donc très rapidement on a des ondes sismiques extrêmement compliquées. Je vous montrerai des exemples de données sismiques. Alors le principe de la tomographie est extrêmement simple, je ne vais pas revenir dessus, c'est simplement, pendant très longtemps ce qu'on a regardé c'est les temps de parcours, donc les temps de propagation des ondes sismiques, et selon qu'on se propage dans des régions lentes ou dans des régions rapides, eh bien on peut arriver à calculer et à localiser là où se trouvent ces zones lentes et ces zones rapides. Et on peut commencer à interpréter ces zones lentes et ces zones rapides par le fait qu'on a des anomalies de température importantes ou des hétérogénéités de composition importantes. Donc, le principe de la tomographie sismique est extrêmement simple. Je pense que vous connaissez tous les bases de ce principe-là. Ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est que on a des observations seulement en surface, on est confronté au fait qu'on a des hétérogénéités à toutes les échelles, on est aussi confronté au problème que comme la Terre est solide, on a plusieurs types d'ondes, et donc on est obligé à la fois de considérer simultanément les ondes P, les ondes S, les ondes de surface qui sont un mélange souvent des ondes P et des ondes S, et puis on verra aussi les modes propres de la Terre qui sont des oscillations globales de la Terre, et donc je vous montrerai un peu tout ça par la suite. Alors, la complexité de la Terre vient du fait que donc elle est fortement hétérogène, qu'elle est également anisotrope, c'est-à-dire que les matériaux terrestres sont anisotropes, anélastiques, qu'on peut aussi avoir des différences de composition importantes. Donc voilà un peu le schéma général. Et donc la sismologie, qui est l'étude de la propagation des ondes, c'est un domaine de la physique appliqué aux sciences de la Terre. Et là encore, la différence, c'est que nous, on va s'intéresser surtout aux objets et pas seulement aux processus physiques, même si évidemment c'est l'un des objectifs, c'est de bien comprendre les processus physiques pour bien comprendre les objets qui composent la Terre. Alors je vous montre quelques résultats simplement pour pas prendre trop de temps sur l'exposé. Donc un des grands sujets des 20 dernières années, c'est de comprendre que deviennent les plaques quand elles sont recyclées dans la Terre. Et donc c'est ce qu'on appelle le problème de où passent les plaques plongeantes dans la Terre, et puis également d'où viennent les courants montants qui donnent naissance au volcanisme en surface, et notamment certains types de volcans qui ne peuvent pas être expliqués par la tectonique des plaques, tels que Hawaï, la Réunion, l'Islande, etc. Donc ça, c'est un problème que je considérais comme pratiquement résolu, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que devenaient les plaques, et là, je vous montre une image qui a été obtenue récemment qui montre que les plaques plongeantes, qui sont caractérisées par du matériau froid, eh bien, ces plaques plongeantes, on arrive à suivre leurs traces en profondeur, et donc
ça favorise l'idée que les plaques, elles sont recyclées dans l'ensemble du manteau, et ensuite, ces plaques, à l'interface entre le noyau et le manteau, eh bien, vont avoir tendance à se réchauffer et donner naissance à des panaches qu'on a encore du mal à cartographier, c'est-à-dire qu'on cartographie à peu près bien les plaques plongeantes, mais beaucoup moins les courants montants. Donc voilà un peu le type d'image qu'on peut obtenir. Alors il faut bien voir que les contrastes de vitesse ici sont par rapport à une référence et sont seulement de quelques pourcents. Alors ça, le gros avantage, c'est qu'étant seulement de quelques pourcents, on peut appliquer des théories de perturbations simples pour pouvoir cartographier ces zones rapides et ces zones lentes. Il faut également signaler qu'il y a 20 ans, ou même il y a 15 ans, il était impossible de faire ce genre d'image, car ça nécessite d'avoir des centaines de milliers de trajets dans la Terre, et donc c'est seulement grâce au développement de l'informatique au cours des 20 dernières années qu'on a pu faire ça, parce qu'au niveau théorique, il n'y a pas vraiment de difficultés particulières. Et donc voilà un peu ce qu'on est capable de faire, et là je montre un exemple d'image globale de la Terre qui est obtenue maintenant. Au cours des 20 dernières années, on s'est surtout intéressé à cartographier ces hétérogénéités de grande taille depuis la graine jusqu'à la surface. Et donc là, vous voyez, simplement, on a découpé un petit morceau dans la Terre et je montre à la fois au centre et également sur des coupes radiales les différentes images, les différentes zones rapides ou lentes. Alors, ça, c'était en utilisant principalement les tremblements de terre, mais depuis quelques années, on commence à utiliser d'autres données qui sont également porteuses d'informations, ce sont les données de bruit, et donc là encore, c'est quelque chose que je n'aborderai pas, sauf pour l'aspect plus longue période. Donc ça a permis de faire, avec Nicolas Shapiro, Michel Campillo et tout le groupe de Grenoble et de Boulder au Colorado, de faire ces premières images en utilisant non pas les données de tremblement de terre, mais les données de bruit sismique. Alors, la raison pour laquelle je me suis intéressé au renversement temporel, c'est parce que d'une part, avec Mathias Fink, on avait organisé quelques écoles à Cargèse, et puis on se disait qu'il y avait probablement moyen d'utiliser les mêmes principes que les méthodes de renversement temporel en acoustique pour localiser et imager les sources sismiques. Et c'est vrai qu'une grande motivation de ce travail, qui a été lancé en fait juste avant le tremblement de terre de Sumatra, mais c'est vrai qu'on s'est dit, après le gros tremblement de terre de Sumatra Andaman en décembre 2004, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on essaye d'appliquer vraiment ces méthodes. Alors, la raison pour laquelle on ne le faisait pas de cette façon-là précédemment, c'est parce qu'on manquait d'outils numériques, et il se trouve qu'à l'IPG de Paris, on avait développé des méthodes numériques extrêmement puissantes qui permettent de propager les ondes dans des milieux tridimensionnels. Il faut savoir qu'on sait propager les ondes dans un milieu à 1D, donc avec seulement des variations radiales, et propager les ondes dans un milieu tridimensionnel, ça demande de très gros moyens de calcul, et donc toutes les méthodes ont été développées à l'IPG et après ailleurs, permettant de calculer les champs d'ondes dans des milieux tridimensionnels. Alors il y a quand même un problème fondamental, c'est que dans les expériences d'acoustique, quand on enregistre et qu'on renvoie le signal, on a le même milieu, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas le milieu dans lequel on rétropropage les ondes. Or, nous, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas rétropropager les ondes dans la Terre elle-même, donc on est obligé de le faire de façon numérique, ce qui implique qu'il faut qu'on ait une bonne approximation de la fonction de Green pour pouvoir refocaliser les ondes. Et en fait, c'est souvent ce qui limite la méthode de renversement temporel, c'est la précision de la fonction de Green. Alors, ça nous a amené également à réfléchir à des liens un peu plus fondamentaux entre les méthodes utilisées en sismologie, qu'on appelle les méthodes de l'adjoint, qui sont les méthodes utilisées notamment en géophysique appliquée pour les réservoirs pétroliers. Et donc ces méthodes de l'adjoint et arriver à relier les méthodes de l'adjoint avec les méthodes de renversement temporel et également les méthodes classiques qu'on utilise en sismologie qui sont liées aux problèmes inverses. Alors après, je terminerai sur les problèmes de bruit sismique, je reviendrai après sur ça. Alors, il est clair que la sismologie est avant tout un domaine observationnel, et donc je vais simplement vous montrer un peu le type de données qu'on utilise. Et là encore, comme je le répète, pendant très longtemps, on utilisait surtout les données de tremblement de terre, et en général, ce qu'on appelle
les données de déplacement, de vitesse ou d'accélération de la Terre, ce qu'on appelle les enregistrements, ce qu'on appelle les sismogrammes. Et depuis 10 ans, il y a eu de gros progrès qui ont été faits sur le bruit de fond sismique. Là encore, je vous parlerai un petit peu du bourdonnement de la Terre et du bruit de fond microsismique. Alors bon, ça c'est le plan que je vais suivre. Je vais commencer par les données. Alors voilà un exemple d'enregistrement obtenu après le tremblement de terre de Sumatra. Alors, au cours des 20 dernières années, il y a tout un réseau global de stations qui a correspondu à une collaboration entre tous les pays du monde, entre la France, les États-Unis, le Japon, etc., qui a permis de couvrir la Terre de stations qu'on appelle de stations large bande et qui sont des stations d'extrêmement bonne qualité puisqu'on peut arriver à détecter des mouvements extrêmement faibles et tous les séismes de magnitude supérieure à 5 peuvent être détectés par toutes les stations de ce réseau global. Alors ça, pour la première fois, bon, ce séisme était extrêmement dramatique, mais le côté que je dirais positif de ce séisme, c'est que pour la première fois, depuis 1960, donc le dernier gros séisme de magnitude supérieure à 9, depuis 1960, c'est la première fois qu'on avait autant d'enregistrements d'aussi bonne qualité. Et ce qu'on peut voir sur ces enregistrements, c'est donc selon la distance épicentrale, vous voyez qu'on a les premières ondes qui arrivent, mais on voit également les ondes qui ont fait le tour en sens opposé, c'est ce qu'on appelle le train R2, et également on voit tout un ensemble de trains au cours du temps, c'est-à-dire que les ondes sismiques qu'on peut enregistrer peuvent faire plusieurs fois des tours de Terre avant de ne plus être enregistrées. Donc ça, c'est cette propriété des ondes qui font plusieurs tours de Terre qui vont permettre d'étudier ce qu'on appelle les modes propres de la Terre. Et donc, je vais vous montrer maintenant le type d'instrument qu'on utilise très rapidement. Alors, la sismologie est une science extrêmement ancienne, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une science, puisque en 100 avant Jésus-Christ, en Chine, il y avait un appareil qu'on appelle un sismoscope qui avait été développé, qui était quelque chose d'extrêmement simple. Vous avez ici une grande jarre avec des dragons tout autour. Dans la gueule des dragons, vous avez des petites billes. Et à l'intérieur de la jarre, il y a une sorte de balancier. Et quand une onde sismique arrive, le balancier se met en marche et vient taper dans la direction d'un des dragons. Et à ce moment-là, une bille tombe dans la gueule de ces grenouilles ici et avertit l'empereur qu'il s'est produit un tremblement de terre quelque part. Et donc à ce moment-là, les secours peuvent être envoyés. Alors évidemment, ce n'est pas très précis parce qu'on a seulement l'azimut d'arrivée et même on peut penser que les deux directions opposées vont faire tomber des billes dans les gueules des grenouilles. Donc ça, ce n'était pas très précis. Et depuis, heureusement, on a fait quelques progrès. Donc là, je vous montre un exemple de sismomètre moderne qui, si on a des crédits un jour ou l'autre, ira sur la planète Mars. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, un sismomètre, c'est extrêmement simple. C'est un ressort. Alors là, ce n'est pas un ressort à boudin. Vous voyez, c'est un ressort qui est en forme de lame, de feuille. Et vous avez une masse. Et donc, un sismomètre, c'est toujours ça, c'est un ressort, une masse. La masse se met en mouvement quand une onde sismique arrive. Et dans les sismomètres modernes, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met un système de contre-réaction qui empêche la masse de bouger. Et avec un système électrique, ce qu'on enregistre, en fait, c'est le signal électrique et non pas le mouvement de la masse. Donc, c'est ce qui a permis de faire des sismomètres avec une très, très large bande passante, en gros, entre 1 millihertz et 20 Hz. Donc c'est ça ce qui s'est développé au cours des 20 dernières années, c'est ce genre d'instrument assez coûteux, mais malgré tout accessible aux laboratoires à travers le monde. Et donc actuellement, il y a à peu près 200 ou 300 stations de ce type installées dans le monde. Et là, je vous montre un exemple d'enregistrement dans différentes bandes de fréquences. Alors, c'est simplement pour que vous ayez en tête sur quoi on travaille. Donc vous voyez que ces données sont des données avec beaucoup d'oscillations, donc différents types d'ondes. Alors, je ne vais pas détailler le type d'onde, mais vous avez les ondes P, mais vous avez aussi des ondes S qui sont les ondes de cisaillement. Et vous avez tout un ensemble d'ondes qui sont des ondes réfléchies sur les différentes interfaces de la Terre. Quand on se place à plus longue période, derrière ces ondes de volume, on voit apparaître des ondes qui sont des ondes dispersives. Vous voyez que les longues périodes ici arrivent après les courtes périodes. Et ces ondes, en fait, sont des ondes guidées, et c'est celles qui dominent le signal quand le temps passe, et c'est celles qui sont atténuées le plus lentement quand on considère les enregistrements sismiques à très longue période. Alors voilà un peu
le réseau actuel de ces stations très large bande. Alors, la France a joué un rôle particulier dans le développement de ce réseau, puisque ça a été le premier pays à développer ce réseau de large bande. Il y avait à peu près une trentaine de stations du réseau Geoscope, qui était géré par différents instituts français, l'IPG de Paris, Strasbourg, l'IRD, etc. Et on a utilisé le fait qu'on a pas mal d'anciennes colonies, j'allais dire, et des territoires isolés. Et donc, maintenant, évidemment, les Américains nous ont largement dépassés, puisque nous, on a une trentaine de stations, les Américains en ont à peu près 150, mais la contribution française est encore extrêmement importante, puisque on est situé dans des endroits, j'allais dire, assez stratégiques. Par exemple, on a encore des stations en Afrique, qui est un continent extrêmement difficile à instrumenter. On a des stations dans différentes îles de l'océan Indien, en Antarctique, etc. Donc, voilà un petit peu l'état actuel des stations de très bonne qualité. Et maintenant, le nouvel objectif, évidemment, serait d'installer des stations au fond de l'océan. Et ça, c'est pour arriver à couvrir tous les trous. Vous voyez que l'océan Pacifique, où on n'a pas d'île, où il y a une grande partie où il n'y a pas d'île, on ne peut pas mettre de stations sur des îles, donc il faudra aller mettre des stations au fond de l'océan. Et là encore, ce sont des projets qui devraient voir le jour, j'espère, sur le long terme, même si ce sont des projets assez coûteux. Alors, maintenant, revenons aux données elles-mêmes. Et donc, quand on a une station sismique, la première chose qu'on fait, c'est de calculer le bruit de fond de la station. Parce que ce bruit de fond, en fait, va permettre de déterminer le niveau de détection des ondes. Et donc là, vous voyez qu'on calcule le bruit de fond en décibels et entre, en gros, 0,1 seconde, et puis là, on est à 10 000 secondes. Là, on ne voit pas très bien l'échelle, mais en gros, c'est ça. Et donc, on voit que ce bruit de fond sismique, en fait, il passe par un minimum entre 20 et 300 secondes. Et donc, c'est ce domaine de période-là qui, pendant très longtemps, a intéressé les sismologues, puisque quand on est au-dessus de ce niveau de bruit faible, eh bien, on peut détecter les tremblements de terre. Mais depuis quelques années, donc notamment avec les travaux de Michel Campillo, Nicolas Shapiro, etc., les sismologues sont intéressés à la bande microsismique, ici autour entre 5 et 20 secondes. Et là, moi, je vais vous montrer quelques résultats de travaux qu'on a fait avec des ondes à plus longue période, au-delà de 150-200 secondes, et qu'on appelle donc le bruit de fond du bourdonnement de la Terre, et qui est assez faible, mais qui permet aussi d'avoir des informations importantes sur la Terre profonde. En effet, le bruit de fond microsismique, on peut facilement comprendre que comme il est à courte période, il va surtout renseigner sur la partie la plus superficielle de la Terre. En revanche, quand on considère des longues périodes, on a des longueurs d'onde beaucoup plus grandes, donc on va pouvoir avoir accès à la structure plus profonde de la Terre. Alors, je vous montre un exemple aussi de ce qu'on fait en routine dans un laboratoire. Ça, c'est au cours de l'année 2007. On a deux stations, une station en Algérie, enfin, je prends deux exemples, une station en Algérie, une station à Hawaï. Et là, on est entre 1 seconde et 1000 secondes. Et là, on a le niveau de bruit dans la station. Donc, c'est une façon de surveiller la qualité de la station. On voit des phénomènes assez intéressants, enfin bon, un peu anecdotiques, mais quand même assez drôles. Par exemple, vous voyez que ici, à courte période, tous les vendredis, on a un minimum de bruit de fond. Alors, je ne sais pas si je pense qu'on le voit assez bien. On a un minimum de bruit de fond tous les vendredis. Et en revanche, à Kipapa, donc, qui est une station dans l'île d'Hawaï, eh bien, c'est un peu moins visible. Donc peut-être qu'ils sont moins pratiquants, les Américains, je ne sais pas. On voit aussi un minimum de bruit de fond, mais c'est tous les dimanches. Et donc on voit que dans ce domaine de période, la station, bien qu'elle soit assez isolée, est sensible à l'activité anthropique. Et donc on peut arriver comme ça à voir la religion d'un pays donné. C'est assez drôle. Voilà. Alors, les enregistrements sismiques, comme je vous l'ai dit, pendant très longtemps, on ne s'est intéressé qu'aux enregistrements de tremblements de terre. Et depuis quelques années, on s'intéresse à tout le reste, qui représente quand même plus de 90% du signal, puisque heureusement, on n'a finalement pas trop de tremblements de terre par jour. Et donc la plus grande partie des enregistrements sont les enregistrements de bruit de fond. Alors même à travers la partie bleue ici qui correspond au tremblement de terre, on peut encore distinguer différentes parties dans cet enregistrement, puisqu'on a à la fois les ondes balistiques ici, et puis derrière, on a toute la coda des ondes sismiques qui peut également être utilisée, et qui a notamment été utilisée avec succès par Nicolas Shapiro
pour faire des études de tomographie de la croûte. Alors, l'autre aspect dont je vous ai parlé, c'est à très longue période, c'est le bourdonnement de la Terre. Là, on n'est plus dans le même domaine de fréquence. Vous voyez qu'on on résonne en millihertz, donc on est entre 300 secondes et 200 secondes. Et ça, c'est un jour où il n'y a pas de tremblement de terre. Et c'est quelque chose qui... On n'a pas encore d'explication complètement définie pour l'excitation de ces modes. Alors, ça, c'est sur 8 ans d'enregistrement, entre 90 et 98, où vous voyez que pour certaines fréquences particulières, on a un niveau de bruit plus élevé, et il se trouve que ces niveaux de bruit sont extrêmement bien définis et correspondent à des oscillations de la Terre dans son ensemble. Et c'est ce qu'on appelle le bourdonnement de la Terre en l'absence de tremblement de terre. Et je vous montrerai ce qu'on peut en faire plus tard. Alors, donc, la sismologie large bande, c'est vraiment ce qui correspond à l'évolution de fond d'un point de vue instrumental depuis une vingtaine d'années. Bon, pendant très longtemps, on s'est intéressé au tremblement de terre, évidemment, mais on fait aussi maintenant ce qu'on appelle la sismologie environnementale, puisqu'on peut commencer à étudier les variations temporelles de paramètres physiques. Et donc, par exemple, à partir du bruit de fond, on peut faire des comparaisons avec les variations de pression, température. Je vous montrerai qu'on peut étudier les glacial earthquakes et le bourdonnement de la Terre. Alors, donc, une chose qu'on a développée depuis 5 ans, c'est appliquer le concept de renversement temporel aux ondes sismiques. Et donc, je ne vais pas détailler toute cette expérience que vous avez dû voir plusieurs fois sur le fait qu'on peut refocaliser les ondes en renvoyant les ondes, en changeant le temps. Et simplement, la difficulté en sismologie, c'est qu'au lieu d'avoir un champ acoustique scalaire, on a un champ élastique avec 3 composantes, avec différents types d'ondes. Et comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'on ne peut pas renvoyer les ondes dans le même milieu que là où elles se sont propagées. Donc il faut qu'on soit capable d'avoir des proxys, c'est-à-dire des modèles corrects pour avoir des fonctions de Green réalistes. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, ce que je vais vous montrer correspond à des périodes assez longues. C'est là où on a la meilleure représentation de la Terre, donc à des périodes supérieures à 100 secondes. Alors, comme je vous l'ai dit, on s'est intéressé à ces problèmes de renversement temporel parce qu'en même temps, c'est des choses qui intéressent les pétroliers, car ils ont développé depuis plusieurs années des méthodes de tomographie adjointe. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de similitudes entre les deux approches, puisque quand on a une source, on a le champ direct, et quand on fait de la migration, donc de la tomographie en milieu adjoint, on cross-corrèle le champ direct avec le champ. Alors là, on prend le champ résiduel, mais on pourrait prendre le champ complet, qui est renversé en temps. Et donc, cette cross-corrélation permet d'avoir accès à la structure de la Terre en profondeur, alors que quand on fait du renversement temporel tel que je vais vous le montrer, on s'intéresse surtout à la source, et donc de façon beaucoup plus simple. Et pour commencer, on a pris un modèle de Terre 1D. Je vous ai dit que l'intérêt des modèles de Terre 1D, c'est qu'on a des solutions semi-analytiques, et donc on peut propager les ondes de façon simple. Et on a également fait des propagation dans des modèles tridimensionnels en utilisant la méthode qui s'appelle des éléments spectraux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette méthode permet de propager des ondes en milieu tridimensionnel. En fait, quand on est à très longue période, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment très important, et donc si on veut avoir une méthode rapide et efficace, les méthodes à une dimension sont largement suffisantes. Et dans ces cas-là, on peut appliquer le renversement temporel à un modèle en propageant les ondes dans un modèle 1D. Alors voilà un exemple, par exemple, d'un test synthétique où on a une source isotrope. Alors la source est ici dans l'océan Indien. Et donc quand on renverse temporellement, eh bien, on voit qu'on a une parfaite focalisation des ondes à l'endroit de l'épicentre. Donc d'un point de vue numérique, évidemment, ça marche bien, et on peut également avoir un pic extrêmement étroit qui montre bien que la focalisation est correcte. Alors l'autre chose importante, c'est qu'on peut montrer que si au lieu de prendre le sismogramme complet, on prend simplement le sismogramme normalisé à plus ou moins 1, donc on prend que on binarise le signal, eh bien, on arrive également à focaliser, on perd un tout petit peu en qualité, et on perd aussi sur les aspects détermination du mécanisme au foyer, mais c'est assez secondaire, simplement pour montrer que même
en normalisant, on arrive encore à refocaliser, ce qui montre que c'est quand même la phase qui domine et qui est la plus importante pour avoir cette focalisation. Alors voilà un exemple de la façon dont on procède. Alors imaginons qu'il y a un tremblement de terre ici aux États-Unis, donc qui émet des ondes. Ces ondes sont enregistrées dans toutes les stations ici avec les triangles inversés. Et eh bien, on fait, une fois qu'on a ces enregistrements, on utilise ces stations comme des sources et on renverse les ondes, donc on les renvoie dans la Terre en changeant le signe du temps. Bon, rien de bien extraordinaire. Et en fait, on regarde comment ces ondes vont focaliser. Alors la différence, vous voyez, c'est que là, ce sont des simulations numériques et donc évidemment, ce ne sont pas des expériences en laboratoire, ce sont des expériences en ordinateur. Alors je vous montre un exemple un peu compliqué, mais que j'aime bien. C'est le premier exemple qu'on avait fait après un séisme du Pérou. Et donc, on avait très peu de stations. On n'avait que les stations Géoscope, donc du réseau français, 30 stations. Et ce que je vous montre ici, c'est les stations sont les étoiles ici. Donc, chaque station envoie des ondes. Et ce qui est représenté ici sur ce petit insert ici, c'est l'amplitude le long de cette coupe équatoriale. Enfin, pas équatoriale, le long de ce grand cercle qui passe par l'épicentre. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, dans un premier temps, tout est assez chaotique. Et vous voyez qu'au début, l'amplitude des ondes est extrêmement faible. Là, on est à 3000 secondes. Vous voyez qu'on fait décroître le temps. Donc, on a un signal assez compliqué le long de ce grand cercle. Et puis, au bout d'un moment, on voit que toutes les ondes vont se mettre à converger vers le centre et on a un grand maximum qui apparaît ici et qui montre qu'on a obtenu une bonne focalisation. Et donc, nous-mêmes, on a été relativement surpris que ça marche aussi bien avec aussi peu de stations. Et donc, c'était quand même une bonne surprise qui nous a incité à continuer dans cette démarche. Alors, l'autre intérêt pour le sismologue que je suis, c'est qu'on a accès non seulement aux points de focalisation, mais on a également accès aux plans de faille. Enfin, là, par exemple, vous voyez que au moment de la focalisation, on a une direction ici qui apparaît et il se trouve que c'est également la direction du plan de faille qu'on peut visualiser de cette façon-là. Donc ça veut dire qu'on a des informations non seulement sur la localisation du tremblement de terre, mais également sur ce qu'on appelle son mécanisme au foyer, donc sur comment la faille a pu jouer. Donc, connaissant ça, on s'est dit c'est intéressant, il faut qu'on continue à faire ça. Et puis, à ce moment-là, il y a eu le tremblement de terre de Sumatra qui est arrivé, qui nous a évidemment incité à continuer à travailler dessus. Alors là, je montre, il faut que vous soyez bien conscient que c'était un tremblement de terre totalement exceptionnel, puisque ici, vous avez l'épicentre, donc la première rupture qui s'est produite à peu près à ce niveau-là, au nord de Sumatra, et qui s'est propagée tout le long sur plus de 1200 km. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, d'assez exceptionnel. Et malheureusement, ce tremblement de terre ayant lieu sous l'océan a également donné lieu à un tsunami dont on a beaucoup parlé et qui a fait énormément de victimes. Donc voilà, donc ça c'est encore des enregistrements tels qu'on peut les utiliser. Alors là, c'est des enregistrements qui sont filtrés à très longue période, donc c'est pour ça qu'ils ont moins de contenu spectral que ce que je vous avais montré précédemment. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on a repris les stations et on a rétropropagé les ondes. Alors quand on fait ça de façon un peu rapide, on était un peu déçus parce que la focalisation, on avait bien une focalisation au niveau de Sumatra, mais ce n'était pas idéal puisque vous voyez que le maximum ici, après, il se repropageait vers le sud et donc on voulait essayer d'améliorer un petit peu les choses. Donc ça nous a incité à faire un peu plus d'études théoriques du problème. Et c'est ce qu'on a fait en repartant des modes propres de la Terre. On s'est demandé pourquoi le renversement temporel marchait. Après tout, c'était ça la question de base. Et une première approche avait été proposée dans le cas scalaire en acoustique pour des cavités chaotiques avec les modes propres de la Terre. Et la raison pour laquelle on s'intéresse aux modes propres de la Terre, c'est extrêmement simple, c'est que les modes propres de la Terre fournissent une base complète de fonctions et permettent d'avoir des solutions analytiques aux problèmes posés. Alors, je vous montre un petit peu comment on met en évidence ces modes propres de la Terre. Vous avez ici un enregistrement qui dure à peu près 2 jours, je crois. Vous avez 3 heures, vous voyez, donc ça fait à peu près 2 jours. Et donc, on voit, c'est un tremblement de terre assez gros, de magnitude 8.
Et au début, vous avez un grand signal et après, on ne voit plus grand-chose. Et en fait, ce dont on se rend compte rapidement, c'est que si on fait le spectre de ce genre d'enregistrement, donc là sur 36 heures, vous voyez qu'on a des pics extrêmement bien définis. Et ces pics, en fait, correspondent au son propre de la Terre. Si vous voulez, la Terre est comme une grosse cloche avec des sons particuliers. Et bien, ce qu'on voit là, ce sont les sons de la Terre avec des fréquences extrêmement bien définies. Donc, on peut faire de la spectroscopie terrestre grâce à ce genre d'enregistrement. Alors, pour raffiner un petit peu, je vous avais dit qu'il y avait différents types d'ondes, les ondes P et les ondes S. Il y avait différents types d'ondes de surface, les ondes de Rayleigh et les ondes de Love. Là, on a également deux types de modes propres de la Terre, les modes sphéroïdaux et les modes toroïdaux, donc qui sont simplement la généralisation des ondes de Rayleigh pour les modes sphéroïdaux et les ondes de Love pour les modes toroïdaux. Alors, ces modes, comme je vous l'ai dit, ils correspondent au fait que les ondes font plusieurs fois des tours de Terre, et donc on a des interférences constructives ou destructives entre ces ondes qui se propagent dans des directions opposées, donc on a des ondes stationnaires. Et ce qui est également intéressant, c'est que pour le séisme de Sumatra, qui est absolument énorme, on a un phénomène intéressant qui est la levée de dégénérescence des modes. Ça, c'est quelque chose qui est actuellement utilisé aussi pour étudier la structure profonde de la Terre, mais je n'en parlerai pas trop. Bon, donc ça simplement pour préciser ce que je vous disais sur le fait qu'on a des ondes qui se propagent dans les deux directions opposées, et c'est leur interférence constructive ou destructive qui crée les ondes stationnaires, les oscillations libres de la Terre. Alors, pour faire un tout petit peu de théorie, j'espère que ce sera à peu près compréhensible. Bon, l'équation de base est toujours la même, c'est l'équation de l'élastodynamique. On est obligé de calculer ces modes dans un modèle de référence qui va être caractérisé par une densité, une vitesse d'onde P, une vitesse d'onde S. On peut rajouter d'autres paramètres, l'anisotropie sismique, là je ne le ferai pas. Et à partir de cette équation, on cherche les valeurs propres et les vecteurs propres de cet opérateur H0, qui est donc l'opérateur de l'élastodynamique. Et on montre alors qu'on trouve des valeurs propres qui dépendent de deux nombres quantiques, n et l, et des fonctions propres qui dépendent de trois nombres quantiques. Donc ça, c'est également quelque chose de très classique, où on montre qu'on va pouvoir utiliser ces fréquences propres et ces fonctions propres pour calculer des sismogrammes. Alors, comme je vous dis, il y a deux types de modes, les modes toroïdaux et les modes sphéroïdaux. Et également, si on a un modèle de Terre à 1D, en fait, on a une dégénérescence des modes d'ordre 2L plus 1. Mais dès qu'on met une hétérogénéité quelque part, on lève la dégénérescence de ces modes. C'est un peu comme pour l'atome d'hydrogène, quand vous appliquez un champ magnétique, vous levez la dégénérescence des modes. Ben là, c'est pareil. Si vous mettez la rotation de la Terre, si vous mettez des hétérogénéités dans la Terre, eh bien, vous levez aussi la dégénérescence de ces modes de la Terre. Alors, l'intérêt de cette théorie, c'est qu'on peut expliquer de façon assez simple un certain nombre d'observations de ce type-là. Donc, comme je vous l'ai dit, pour Sumatra, on a une telle finesse, une telle longueur d'enregistrement avec un signal tellement élevé, puisqu'on peut faire des spectres sur plusieurs dizaines de jours, et quand on fait des spectres, par exemple, sur 30 jours, on arrive parfaitement à voir la levée de dégénérescence des modes, qui est liée à deux choses. D'une part, la rotation de la Terre, et d'autre part, au fait que la Terre n'est pas à symétrie sphérique, mais comprend des hétérogénéités à 3 dimensions, et donc on a ces deux effets qui lèvent la dégénérescence de ces modes. Alors, l'intérêt de la théorie des modes propres de la Terre, c'est qu'on peut calculer des sismogrammes synthétiques. Alors, je ne vais pas tout détailler parce que ce serait un peu long, mais en gros, un sismogramme U de R et de T va être la somme de ces différents modes. Et donc, on va pouvoir calculer en tout point de la Terre le déplacement lié à un tremblement de terre. Et on a ici un terme UKF qui est lié à la source sismique et qui est donc le produit des fonctions propres par le système de force qui agit à la source. Et bon, on peut également, au lieu d'introduire le déplacement, introduire la déformation, et à ce moment, on doit introduire une quantité qu'on appelle le moment sismique. Mais là encore, c'est des raffinements que je ne vais pas détailler. Mais l'intérêt, c'est qu'à partir de cette expression-là, vous voyez qu'on peut calculer une fonction de Green de façon extrêmement simple, comme ce produit de fonctions propres. Alors, évidemment, l'idée, c'était de savoir, est-ce qu'on peut expliquer avec cette théorie pourquoi ça marche,
Bon, donc on reprend la théorie de calcul des modes propres des sismogrammes par sommation de modes propres de la Terre. Et donc on voit que quand on a un tremblement de terre, on a donc la convolution de la fonction de Green avec le système de force. Et quand on fait le renversement temporel de ces ondes, eh bien, on a cette double corrélation donc, entre l'épicentre et la station. Et puis ensuite, chaque station, on réémet. Donc on a une convolution avec la fonction de Green qui va d'un point S à un point M. Alors si on met le point M en E, évidemment, on a des propriétés supplémentaires, mais pour l'instant, on a fait ça de façon très générale. Et quand le point M est en E, on a une autocorrélation. Donc ça avait été montré par Dreger et Fink il y a déjà longtemps et repris par Weaver et Lobkis après. Et donc on a cette autocorrélation. Et si le point M n'est pas en E, on a une cross-corrélation. Donc là encore, on a des similitudes avec ce qui est fait par les études de bruit. Alors, utilisant la théorie des modes propres de la Terre, le gros avantage, c'est qu'on peut utiliser des théorèmes classiques en mécanique quantique, notamment le théorème d'addition, qui fait qu'on peut se débarrasser d'une partie des termes, et c'est ce qui va permettre de simplifier ces expressions qui, finalement, même si la théorie est simple, peuvent devenir très facilement compliquées. Et quand on utilise ces théorèmes d'addition, eh bien, on fait apparaître ce qu'on appelle des polynômes de Legendre. Là, je ne veux pas détailler, mais quand on fait la somme sur ces polynômes de Legendre, en fait, on peut montrer, en utilisant des propriétés de phase stationnaire, que cette somme de polynômes de Legendre va être maximale quand on aura l'angle entre ES et SM qui est tel que phi est égal à 0 ou égal à pi. Alors, effectivement, dans la Terre à 1D, on va avoir une indétermination entre la source et son antipode. Mais si on avait des modes non dégénérés, à ce moment-là, on n'aurait qu'une seule solution. Mais là, pour une Terre dégénérée, on a à la fois la source et son antipode. Mais donc, on voit facilement avec cette théorie pourquoi ça focalise bien au bon endroit. Alors, évidemment, si on fait la focalisation, d'un point de vue théorique, on pourrait faire la focalisation avec une seule source, en renvoyant le signal que d'une seule source. En fait, comme le problème est linéaire, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie le signal d'un grand nombre de sources, et donc à ce moment-là, on peut ajouter les contributions des fonctions de Green de différentes stations, et on peut à ce moment-là améliorer la focalisation des ondes au point source. Alors, pour continuer la similitude entre ce qu'on fait en renversement temporel pour étudier la source ou ce qui est fait pour les gens qui font des cross-corrélations de bruit, on peut aussi appliquer la même théorie en prenant maintenant différentes sources, peut être des sources de bruit, et donc on a également le même type d'expression qui ressort. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est simplement, là, dans l'exemple que je vous ai montré, c'est on a pris un réseau de stations SI, on a fait, donc l'idée c'était d'étudier la source, et dans ces cas-là, donc, on fait la somme des contributions des différentes sources, et on peut à ce moment-là montrer qu'on peut simplifier les équations, puisqu'on va pouvoir remplacer cette somme sur les stations par une intégrale de surface, et à condition de pondérer correctement les stations, on va obtenir une focalisation au bon endroit et au temps t égal à 0. Alors ça, c'était assez intéressant parce que ça nous montrait que pour arriver à avoir la meilleure focalisation possible, il faut avoir une stratégie où on va pondérer les stations de façon correcte en leur attribuant une surface. Et donc ça, c'est un exemple, on définit pour chaque station une sorte de cellule, enfin une sorte de surface d'influence. Alors vous voyez que quand on a beaucoup de stations, on a des toutes petites cellules de Voronoi, et en revanche, dans l'océan Pacifique, on a très peu de stations, on est obligé de pondérer, de donner beaucoup de poids à ces stations. Donc ça nous a permis, ce genre de théorie, de raffiner la méthode pour améliorer la focalisation. Alors si maintenant, au lieu d'avoir une distribution de stations, on a une distribution de sources, eh bien, on a les méthodes classiques de cross-corrélation, enfin classiques, enfin devenues presque classiques maintenant, que Michel Campillo a dû vous présenter il y a déjà quelques semaines. Et donc, dans ces cas-là, on applique la même théorie, mais en fait, on se rend compte que si on applique ces méthodes de cross-corrélation à la Terre, on est quand même un petit peu embêté parce que, comme toutes les sources sont en surface,
il reste des termes et on n'a pas vraiment la fonction de Green. Donc, si on voulait avoir vraiment la fonction de Green, il faudrait avoir une distribution tridimensionnelle de sources aléatoires. Or, en fait, sur Terre, comme on pense que le bruit de fond sismique est principalement dû à des sources en surface liées à l'interaction entre l'océan et la Terre solide, en fait, on n'a pas complètement la fonction de Green. Il y a des termes correctifs qu'il faut prendre en compte. Enfin, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc, ah oui, j'ai oublié. Donc voilà, donc l'idée de cette approche en mode propre, c'était de montrer que les mêmes formules s'appliquent, que l'on fasse du renversement temporel ou que l'on applique des techniques de cross-corrélation. Alors, pour revenir à Sumatra, donc je reviens toujours à ces données, on a donc utilisé cette fois-ci une pondération correcte des stations en utilisant des cellules de Voronoi, et donc on a, avec la théorie des modes propres de la Terre, obtenu ce genre de film. Là, on montre que la valeur absolue de l'amplitude, et cette fois-ci, on voit qu'on a une bien meilleure focalisation des ondes quand on prend en compte correctement la surface d'influence, j'allais dire, de chaque station. Alors, on a voulu également aller un peu plus loin avec le groupe de Mathias, parce qu'on s'est dit on doit pouvoir avoir d'autres types d'informations. Donc ça, c'est simplement 3 snapshots à 3 temps différents avec la focalisation au bon endroit. Alors évidemment, l'inconvénient, ça c'est évident qu'en revanche, on n'arrête pas les ondes, donc même après la focalisation, on a encore les ondes qui se propagent. Alors, ce qui était quand même intéressant, c'est que sans faire aucune hypothèse, simplement on prend les enregistrements, on les renvoie, on arrive à localiser en temps et en espace les tremblements de terre. Ça, c'est une chose qui intéresse beaucoup les Japonais parce que, en fait, on pourrait imaginer implémenter cette technique-là pour, avec des enregistrements continus, essayer de localiser en permanence des tremblements de terre, des petits tremblements de terre, des petites sources. Donc ça peut être une méthode qui, dans le futur, pourrait être utilisée en routine, même si actuellement, elle n'est pas concurrentielle par rapport aux méthodes classiques de localisation. Mais c'est des méthodes sur lesquelles on réfléchit avec mes collègues japonais. Alors on s'est dit qu'on allait essayer d'aller un peu plus loin parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'est supposer que la source est ponctuelle dans le temps et dans l'espace. En fait, le séisme de Sumatra, comme je l'ai dit, ce n'est absolument pas le cas puisque le séisme de Sumatra, il dure plusieurs centaines de secondes et la propagation de la rupture se fait sur plus de 1000 km. Donc, on s'est dit on va essayer d'aller un peu plus loin, essayer de trouver la fonction source du tremblement de terre. Et donc on a fait des choses là aussi extrêmement simples. On a pris une sorte de fonction de Green de référence parce qu'il s'est trouvé que 2 ans avant le gros séisme de Sumatra, il y avait un tremblement de terre de plus petite magnitude. Et donc simplement en comparant la fonction de Green que nous donne ce premier tremblement de terre avec ce qu'on enregistre pour le gros tremblement de terre, on va pouvoir déduire facilement la fonction source. Et c'est ce qu'on a fait dans un article il y a 3 ans. Donc ce tremblement de terre avait eu lieu en novembre 2002. Il faisait une magnitude 7, ce qui est déjà gros, mais qui est quand même petit par rapport au gros tremblement de terre. Et ça nous a permis d'obtenir cette fonction source de façon automatique, de façon purement numérique. Alors c'est un peu compliqué comme figure. Donc ici, vous avez, je ne sais pas si vous reconnaissez, donc, la Malaisie, Sumatra ici, donc l'épicentre qui a eu lieu ici. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on représente le long de cette coupe, ici en jaune, l'amplitude de la fonction source. Et donc le 0 correspond à l'épicentre, donc le point de première rupture à l'instant 0. Et ensuite, on regarde par rapport à ce point de référence l'amplitude de la rupture. Alors, ici, on a le temps absolu. Et donc, pour les temps négatifs, en fait, malheureusement, c'est le fait qu'on ne peut pas arrêter les ondes. Mais par rapport au temps absolu, on voit qu'on a une première rupture ici, très forte. Et puis ensuite, ça s'est calmé. Et pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, ce séisme aurait pu très bien s'arrêter au bout de 50 secondes. Mais pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, elle s'est mise à repartir et vous voyez qu'elle dure ensuite pendant plusieurs centaines de secondes pour se terminer pratiquement au large de la Birmanie et pendant plusieurs centaines de secondes. Donc c'est ça qui est un peu assez incompréhensible, c'est pourquoi on a eu un tremblement de terre aussi gros alors qu'au début on a simplement un petit tremblement de terre, il aurait quand même fait une magnitude 8, mais
on a cet arrêt de la rupture au bout d'à peu près 50 secondes, et pour une raison encore inconnue, la rupture a repris et pour durer plusieurs centaines de secondes. Donc voilà un peu ce qu'on a pu faire avec le renversement temporel, et ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'aller un peu plus loin, c'est déterminer le mécanisme au foyer. Alors qu'est-ce que c'est le mécanisme au foyer? C'est quand on veut comprendre un tremblement de terre, il ne suffit pas de localiser et de déterminer sa magnitude, il faut aussi savoir comment les plans de faille, comment les blocs de part et d'autre du plan de faille ont bougé l'un par rapport à l'autre. Et donc on a des mécanismes classiques, et donc on a étudié avec mon collègue Toshikawa Wakatsu comment implémenter ces problèmes d'inversion du tenseur des moments. Alors on sait qu'on a de l'information, puisque là par exemple, sur des tests synthétiques, là on a pris une faille qu'on appelle une faille inverse. On voit qu'on a le diagramme de radiation qui correspond effectivement à un diagramme de radiation pour un tremblement de terre en faille inverse. Et ici, on a un autre type de tremblement de terre qu'on appelle de coulissage. On voit aussi qu'au moment de la focalisation, on reproduit aussi ce diagramme de radiation avec deux plans perpendiculaires. Voilà. Alors, on s'est dit, on va essayer de comprendre un peu comment appliquer pour retrouver comment retrouver le mécanisme au foyer. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on faisait réellement par rapport aux méthodes classiques de sismologie. Alors, en sismologie, on essaie toujours de relier des données avec un système de force à travers une fonction, un opérateur G, qui est la fonction de Green. Et quand on fait de la sismologie classique, on cherche des solutions en faisant de l'inversion, et là je présente l'exemple le plus simple qui est la solution en moindre carré qui fait apparaître cet opérateur GTG moins 1 et puis un opérateur transposé appliqué à D. Donc ça c'est le problème inverse le plus classique, le plus simple. On peut raffiner, mais ça ne change pas grand-chose. Et quand on fait du renversement temporel, en fait ça revient simplement à faire l'approximation, je parle dans le cas de notre expérience sismique, que GTG est égal à un opérateur identité. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, vous voyez qu'on obtient le système de force en faisant GTD et en renversant le sens des données. Alors on s'est demandé quel était le sens physique de cette opération de prendre l'opérateur identité. En fait, il y a beaucoup de similitudes entre ce qui est fait en acoustique et ce qu'on fait en tomographie. C'est-à-dire qu'en tomographie, quand vous faites ce double produit GTG, en fait, ça revient à recouper des trajets différents. Et si vous avez beaucoup de trajets qui se recoupent, donc si vous avez énormément de points de croisement comme ceci, eh bien, on montre facilement que si on a énormément de points de croisement, c'est une très bonne approximation, et donc on peut appliquer en sismique cette approximation. Donc c'est les méthodes de l'adjoint, c'est la méthode de migration un peu sophistiquée qu'on utilise en géophysique pétrolière, et c'est exactement ça. On a besoin d'une très bonne couverture en trajet. Quand on fait du renversement temporel, il y a beaucoup aussi de points communs, puisqu'on a beaucoup de points diffractants, et on a l'impression que ces points de croisement des raies en fait, sont joués maintenant par tous les points diffractants qui agissent comme des sources secondaires. Sauf que là, on rajoute une dimension temporelle qu'on n'a pas évidemment ici, puisque là, c'est simplement purement géométrique. Mais donc, vous voyez qu'il y a quand même une similitude entre les deux approches en sismologie, les méthodes de migration, méthodes de l'adjoint, et les méthodes de renversement temporel. Voilà, donc maintenant, le stade où on en est, c'est qu'une fois qu'on a mis au point cette méthode pour le système de force, on est en train d'implémenter la méthode de façon un peu plus générale en inversant ce qu'on appelle le tenseur des moments, mais je ne vais pas en parler longuement. Alors je voudrais terminer, si j'ai encore 10 minutes, c'est bon, montrer deux exemples d'applications qu'on a développées au cours des 2 dernières années. La première application sont les tremblements de terre glaciaires. Alors qu'est-ce que vous pouvez vous demander ce que c'est? C'est des tremblements de terre qui ont été observés par un Américain, Göran Ekström, à la limite de la calotte groenlandaise. Il a observé, en étudiant systématiquement tout le bruit de fond sismique, qu'il pouvait localiser des sources à la limite entre la calotte et l'océan. Et là où ça devient intéressant, c'est que
bon, il voit une variation saisonnière, ce qui est assez normal, avec un maximum en été. Donc il y a beaucoup de tremblements de terre glaciaires qui se produisent en été. Mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'il observe également que le nombre de ces événements augmente au cours du temps. C'est-à-dire que vous voyez que par exemple jusqu'aux années 90, on avait un certain nombre et que depuis une dizaine d'années, le nombre d'événements détectés de cette nature augmente énormément. Et donc ça inquiète évidemment les gens parce que ça veut dire que comme ces tremblements de terre glaciaires, on commence à les comprendre, ils viennent de la rupture de la calotte polaire quand elle rentre en contact avec l'océan. Eh bien ça veut dire qu'on aurait en ce moment un phénomène de dislocation accélérée de la calotte polaire groenlandaise observé à travers ces tremblements de terre glaciaires. Alors pour vous montrer les enregistrements auxquels ça correspond, j'ai repris cette figure toujours de Göran Ekström. Alors pourquoi on s'est intéressé nous à ça? C'est notamment parce que ce que j'appelle tech earthquake, c'est un tremblement de terre tectonique, donc c'est un tremblement de terre classique avec deux bandes de fréquences. Là c'est l'enregistrement brut avec, vous voyez, beaucoup de hautes fréquences. Et quand on filtre, on a un signal à longue période qui est finalement relativement faible. Le tremblement de terre glaciaire, le tremblement glaciaire, enfin, je sais pas comment, le séisme glaciaire, pour une même magnitude, vous voyez qu'on a très peu de signal large bande, mais quand on filtre, eh bien, on voit apparaître qu'on a des très longues périodes. Alors, on s'est intéressé à ça parce que notre méthode de renversement temporel était bien adaptée quand on a des longues périodes. Donc on s'est dit, on va essayer de voir si on peut étudier les tremblements de terre glaciaires avec le renversement temporel. Et donc c'est ce qu'on a fait récemment, où on s'est dit, on va essayer de localiser ces tremblements de terre glaciaires et voir ce qu'on peut en tirer. Alors c'est un travail qui a été fait avec des collègues de Caltech et par l'ancienne étudiante Karen Larma. Alors, voici un peu le genre d'enregistrement des glaciers. Alors, on voit qu'il y a un peu de signal, mais franchement, c'est parce qu'ils ont été alignés de belle façon pour qu'on puisse voir quelque chose, mais honnêtement, c'est juste au niveau du bruit. Et quand on renverse temporellement, donc là, il y a deux films que je vous montre. L'un, c'est l'amplitude, c'est la composante verticale, donc l'amplitude complète, et vous allez voir qu'à un moment, il ne se passe pas grand-chose, et puis tout à coup, vous voyez des ondes qui commencent à arriver, là on met que la partie positive, et à un moment, ça va se mettre à converger au bon endroit. Alors ça ne dure pas longtemps, mais ça marche plutôt bien. Et si maintenant on prend l'amplitude positive et négative, on va voir la même chose. On va aussi voir apparaître qu'à un certain moment, toutes ces ondes extrêmement faibles convergent à l'endroit du séisme glaciaire. Donc ça, c'était quand même... Vous voyez qu'on travaille sur des signaux qui sont extrêmement faibles, et donc c'était quand même quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'en routine, de nouveau, on pourrait essayer d'implémenter ce genre de technique pour étudier systématiquement ce genre d'événements qui sont à la limite du bruit de fond. Alors vous voyez que c'est des séismes, contrairement à Sumatra, qui sont des séismes de magnitude extrêmement faible, magnitude 5, donc c'est vraiment la limite de détection de ce qu'on est capable de faire. Alors, je ne vais pas beaucoup détaillé cette étude, mais ce qu'on a vu, c'est que, en fait, là où ça commence à devenir intéressant pour le sismologue et pour le géophysicien, c'est que quand on regarde d'autres événements glaciaires, eh bien, on se rend compte qu'ils ne sont pas tous identiques, et donc ça veut dire que quand on fait le renversement temporel, on va pouvoir avoir accès à différents types d'événements. Là, vous voyez que de nouveau, c'est du bruit de fond absolument horrible, et donc on ne voit pas grand-chose. Et donc, si on change un peu la bande de filtrage, là on voit qu'on est obligé par rapport au cas précédent de prendre une bande beaucoup plus large, et pourtant c'est un séisme glaciaire plus petit, et là on commence à voir apparaître quelque chose et on peut localiser de façon relativement précise cet événement. Donc Karen Larma, qui à l'époque était à Caltech et maintenant à Los Alamos, a commencé à regarder quel type de mécanisme pouvait correspondre ce type d'événement, et on pense qu'il y aurait plusieurs types de séismes glaciaires, différents mécanismes pour ces séismes glaciaires. Et donc on commence à regarder un peu de façon systématique tous ces événements qui permettraient de monitorer, de surveiller en permanence l'activité de la calotte polaire groenlandaise, mais également le même genre d'étude est commencé pour l'Antarctique. Voilà, donc ce que je vous ai montré avec ces exemples, c'est qu'on localise
on peut appliquer ces méthodes de renversement temporel en sismologie. On arrive à localiser en temps et en espace les tremblements de terre. Bon, le signal, pour l'instant, est surtout dominé par les ondes de surface. C'est normal puisqu'on travaille à très longue période. Et donc, on va effectivement essayer d'améliorer la résolution en profondeur. Et surtout, ce que je vais vous montrer, mon dernier exemple, c'est qu'on peut utiliser, alors ce n'est pas du renversement temporel, mais c'est toujours ces méthodes de cross-corrélation et ces méthodes en utilisant les modes propres de la Terre appliquées au bourdonnement de la Terre. Parce que, comme je vous l'ai dit, bon, ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce genre de données? Et avec mes collègues japonais, on s'est dit qu'on pouvait peut-être utiliser ces données pour faire de l'étude profonde de la Terre, puisqu'on est à très longue période, et c'est ce qu'on a commencé à faire en utilisant les méthodes développées par Michel Campillo et son groupe. Donc on s'est mis à faire des cross-corrélations de bruit entre les stations, mais à très longue période. Et vous voyez que ici, en faisant ces cross-corrélations, donc on fait des sommations sur plusieurs années, on arrive aussi à mettre en évidence ici de très beaux trains d'ondes de surface, à la fois les trains directs qu'on appelle R1 et les trains R2. Donc ça, c'est un papier qu'on est en train de soumettre, où maintenant on commence à avoir la tomographie de la Terre jusqu'à peu près 600 km de profondeur, avec simplement des données de bruit. Alors, vous dites, bon, qu'est-ce que ça apporte par rapport aux données habituelles de tremblement de terre? Ben, pour l'instant, pas grand-chose sur Terre, mais imaginez maintenant qu'on envoie des sismomètres sur la planète Mars, eh bien, avec un réseau finalement assez limité, on pourra réussir à connaître la structure profonde de Mars avec ce genre de technique, alors qu'on n'est absolument pas assuré qu'il y ait ce qu'on appelle des Marsquakes, donc des tremblements martiens. Et donc, si on peut appliquer ces techniques d'étude du bourdonnement sismique de la Terre, on va pouvoir étudier la structure profonde de Mars sans tremblement de Mars. Donc, c'est ça l'intérêt sur le long terme de cette étude. Alors, je ne vais peut-être pas trop continuer. Et voilà un peu où on était il y a 2 siècles. Bon, maintenant, vous voyez qu'avec les méthodes modernes d'imagerie, on est capable à la fois d'étudier différents types d'objets géologiques, on est capable d'étudier aussi la rupture au niveau des tremblements de terre. Ça, c'est un exemple aussi de modèle de terre. On est également capable de cartographier les courants de matière. Alors, j'ai voulu montrer cette figure parce que, bon, ça, c'est les images qu'on obtient avec les méthodes d'imagerie, et ça, c'est les images qu'on obtient quand on fait de la simulation numérique sur ordinateur. Et finalement, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on a progressé par rapport à ça, mais il n'y a pas tant de différence que ça, puisqu'on voit aussi des sortes de canaux rouges ou bleus, donc c'est joli, mais finalement, ça, c'est des vraies données, des vraies observations. Ça, ce sont les simulations numériques, et parfois, on se demande s'il n'y a pas encore un certain nombre de gens qui continuent à faire un peu de géopoésie en faisant de la simulation numérique. Voilà, bon, je vais arrêter là. Donc, simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est que les méthodes d'imagerie au cours des 20 dernières années ont beaucoup progressé, qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on a aussi des besoins de plus importants en données, notamment en données en fond de mer, données sur les autres planètes. Donc voilà, j'espère que je vais m'arrêter là.